Donc, rebonjour à tout le monde. Merci pour votre présence aujourd'hui. Donc, le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est de parler un peu des retours d'expérience lors de l'utilisation de la solution Emile, qui est donc la solution qu'on a développée chez Optimergo. Et donc, on a aujourd'hui deux intervenants qui sont des utilisateurs de la solution. Donc, un grand merci à Emmanuel Pérez, qui est préventeur dans sa société Pilote Prévention, et à Émeric Kubaka, qui est ergonome dans la société Ergos Concept. Emmanuel, Émeric, je vous laisse vous présenter peut-être un peu plus en détail, et puis après, on pourra démarrer du coup les présentations de chacun. Merci Alexandre. Excusez-moi, j'ai dû aller fermer une porte en catastrophe. Emmanuel Pérez, je suis préventeur des risques. Je suis donc IPRP enregistré auprès de la DREDS Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'interviens depuis plus de 20 ans sur des problématiques de santé au travail, après être passé par le monde de l'insertion et du maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Bonjour à tous et à tous. Pour ma part, c'est Émeric Kubaka. Je suis ergonome au sein de Ergos Concept. C'est un cabinet de conseil et d'ergonomie dans le centre de Paris. Mais après, notre champ d'action est sur le territoire national, voire même international quand le terrain de nos clients le permettent. Moi, j'ai fait donc une licence en ergonomie à Rennes, un master en ergonomie à Orléans. Et j'ai fait mon stage, mon alternance dans le cabinet qui est Ergos Concept aujourd'hui. Et ça fait plus d'un an qu'on est équipé d'Emile et qu'on l'utilise un peu sur toutes nos prises d'informations. Donc, on va pouvoir vous montrer un petit peu ce que l'on en fait après sur le terrain et lors des prises d'informations et du traitement. Merci. Donc, pour le déroulement du webinaire, on commencera. Alors, je vais mettre en diaporama. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? C'est bon. Oui. Ok, super. Donc, déroulement du webinaire, c'est Emmanuel qui va commencer en parlant d'une activité plutôt dans le transport routier. Émeric va poursuivre avec une activité plutôt en logistique, une plutôt en agriculture et une troisième plutôt une action de formation sur la sensibilisation. Et je terminerai par une présentation sur une activité en industrie et un petit cas pratique en milieu tertiaire. Et évidemment, vous aurez la place aux questions-réponses et n'hésitez pas même à les poser pendant la présentation dans le chat. On pourra y répondre soit durant les présentations, soit à la fin selon les questions et l'ampleur de la question. Emmanuel, du coup, je te laisse commencer. Merci Alexandre. Donc effectivement, je vais vous présenter un cas d'utilisation de l'outil Emile dans le cadre d'une étude dans les transports routiers de marchandises sur une sollicitation en fait qui émane pas d'une entreprise, qui émane plutôt d'un fournisseur de solutions qui voulait pouvoir mettre en avant et vérifier déjà l'intérêt des solutions qu'il proposait et qu'il avait développé. Et donc, l'idée était de voir l'impact TMS de cette activité d'attelage d'ételage. Donc, c'est lorsque on a un camion remorque, un semi-remorque, et en fait, qu'on va atteler le tracteur à la remorque, en fait. Donc, c'est une activité qui est faite quotidiennement par des conducteurs routiers et qui est souvent source de difficultés de type TMS ou d'autres types de risques, puisqu'elle impose de monter et descendre du camion régulièrement. Et cette société a développé un outil qui permet de ne plus faire ces montées-descentes et de tout gérer depuis la cabine. Et donc, c'était une recherche que j'avais faite par rapport à l'aménagement d'une situation d'une personne qui a des problèmes de hanches et de genoux et d'épaules et qui fait de la liaison intercite en fait, c'est-à-dire qu'il fait des navettes intercites. Il déplace 16 remorques par jour, donc ça fait 16 attelages d'ételage par jour en fait. Et donc c'est une personne où on a évalué le nombre de marches qu'il franchissait, où on est sur l'équivalent de 2 étages de la Tour Eiffel par jour, sans compter les accès au quai et des choses comme ça, rien qu'autour de son camion. Et avec des montées, des descentes incessantes et des sollicitations au niveau des membres supérieurs. Que je vais vous faire aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai défini un petit peu ce protocole de mesurage, la réalisation de l'étude en situation de travail et puis comment on a analysé et on a
on vient de finir d'analyser les résultats. Donc, si on peut passer à la slide suivante. Donc, sur le protocole de mesurage, en fait, avant d'engager cette démarche, j'ai réalisé plutôt une analyse, on va dire, de la sinistralité, c'est-à-dire que au-delà de l'observation pour laquelle j'avais recherché cette solution technique, je suis allé confronter un peu mes questions à l'analyse de la sinistralité que peut proposer la CNAM. Donc, qui est d'ailleurs en accès libre hein, sur Internet. Et donc, j'ai repris un peu cette analyse de sinistralité. J'ai re-questionné les fédérations professionnelles pour voir si le sujet était avéré ou pas. Et puis, j'ai travaillé avec des conducteurs de plusieurs entreprises pour vérifier la pertinence, on va dire, d'étudier cette partie de l'activité qui était l'attelage-dételage. Une fois qu'on a fait cette analyse un peu de la sinistralité des entreprises, dans les entreprises, on a travaillé j'ai travaillé avec des conducteurs où je suis parti en situation de travail avec eux pour faire des observations, des interviews de leur activité, des conducteurs pour voir quel était l'impact de l'activité et réaliser un peu, vérifier quels pouvaient être les muscles les plus sollicités sur certaines activités, ce qui nous a permis d'arriver au choix des muscles à étudier dans le cadre de l'utilisation de l'outil EMIL et des capteurs EMIL. Donc, dans l'analyse, on était donc sur une situation réelle avec un conducteur, un véhicule mis à disposition. Et notre souhait était de réaliser d'abord l'étude sans la solution technique qui pouvait permettre les aménagements. Je vous ai mis une copie d'écran du premier écran qu'on a une fois qu'on a fait l'étude. Où on a la possibilité effectivement on avait identifié les deux muscles qu'on souhaitait étudier, donc le biceps par rapport à la force nécessaire, notamment lors des efforts de poussée ou de traction qu'on peut avoir, et les épicondyliens par rapport au mouvement, l'épicondylien droit par rapport au mouvement qu'il peut y avoir au niveau de la main droite et au fait de serrer aussi une poignée. En fait, l'activité qui a été étudiée, c'est lors de l'attelage-dételage, c'est notamment l'utilisation des béquilles et l'accès à la cabine et l'accès aux flexibles qui nécessitent les membres supérieurs et les membres inférieurs aussi. Donc voilà, on a fait cette évaluation-là sans le dispositif technique envisagé. Et on a les résultats qui s'affichent, mais une sollicitation forte des muscles, que ce soit le biceps ou que ce soit l'épicondylien, avec une sollicitation dans près de 60% du temps d'une tâche qui, alors certes, n'est pas forcément très longue en tant que telle, mais multipliée par le nombre de fois où on va la faire, devient un facteur de sollicitation extrêmement important. Donc, on a mis en évidence cette difficulté. Et sur le slide d'après, on a comparé, on va dire, une analyse comparée entre la situation que je viens de vous présenter et les risques que je viens de vous présenter, avec une cotation TMS qui était de niveau 5, et l'évaluation qui a été faite, donc qui est dans les couleurs un peu plus sombres, qui a été faite sur les mêmes muscles, avec le même véhicule pour la même situation de travail, où on se retrouve avec une cotation qui est de niveau 1 au niveau du risque TMS, et qu'on voit en analyse comparée ici avec les couleurs plus sombres, qui nous a permis de mettre en évidence le fait que la solution technique qu'on imaginait et qu'on avait évaluée répondait effectivement bien à une diminution forte des sollicitations TMS au niveau des membres supérieurs qu'on pouvait retrouver pour ces collaborateurs. Donc, c'est important, l'utilisation de l'outil EMIL nous a permis, au travers de cette étude, d'objectiver des résultats. On ne demandait pas de nous faire confiance en disant « vous verrez, ce sera mieux ». Ça a permis d'objectiver des résultats au niveau de l'entreprise donc déjà qui produit cette solution technique et de l'entreprise avec laquelle on envisageait cette solution, ce qui a permis à cette entreprise utilisatrice de passer une commande de cette solution technique pour améliorer les conditions de travail de son conducteur qui fait ces tâches-là et de savoir que le choix qui était fait était la bonne solution et répondait bien aux différentes problématiques. Alors, je suis allé
très vite parce que ça a pris pas mal de temps pour faire toutes ces études, mais voilà, ça nous a permis, l'utilisation des capteurs EMIL nous a permis d'avoir une vision très objective de l'analyse des risques TMS qu'on pouvait avoir notamment sur cette activité-là et de en quoi la solution technique nous permettait de limiter cet effet sur les risques. Alors, c'est important de pouvoir se dire, tout au moins dans ma façon de procéder, mais je pense qu'Aymeric, tu le confirmeras aussi, de pouvoir évaluer la situation sans la problématique, sans les solutions techniques et d'imaginer les différents scénarios qu'on peut avoir d'aménagement. Alors là, il y en avait un seul scénario, mais on peut avoir des fois plusieurs idées de solutions techniques, plusieurs conceptions des choses, plusieurs scénarios, et à partir de là, pouvoir un peu mettre en évidence lequel semble le plus adapté à cette solution. Et donc là, quand vous imaginez une personne qui fait 16 fois l'activité dont je vous ai parlé, on imagine bien que 220 jours de travail par an et à 16 fois par jour, on a de fortes chances de voir apparaître des troubles musculo-squelettiques, des tendinopathies et des difficultés de santé chez cette personne-là. Et objectivement, au niveau de l'entreprise, il y a de fortes probabilités qu'on soit dans une reconnaissance de maladie professionnelle et donc de situations difficiles avec un impact aussi économique pour l'entreprise. Voilà, donc très rapidement, le premier cas d'utilisation que je voulais vous présenter. Je crois que je n'ai pas d'autres slides, hein, Alexandre, me semble-t-il. Voilà, c'était vraiment pour vous montrer que… Alors, je ne suis pas ergonome, hein, Aymeric est ergonome, donc il vous donnera aussi sa version et sa capacité d'utilisation, mais c'est pour vous montrer aussi que ce n'est pas quelque chose qui est inaccessible, l'utilisation de l'outil EMIL. Oui, il y a un contexte et il y a une façon de l'utiliser, on est bien d'accord, on ne l'utilise pas n'importe comment, on ne fait pas nos mesures n'importe comment, on prend des précautions, on recherche la sinistralité et les muscles les plus pertinents à étudier, mais à partir du moment où on le fait comme il faut, c'est accessible au plus grand nombre et c'est vraiment très intéressant en termes de retour pour nous, préventeurs, comme ergonomes, j'imagine, très intéressant d'avoir des graphiques et des éléments qui nous permettent d'objectiver nos évaluations. Voilà. Merci Emmanuel. S'il y a des questions, vous pouvez les poser dès maintenant. Comme ça, on peut rester peut-être sur la partie de présentation d'Emmanuel. Et si pas de questions, on peut passer à la suite. Pour vous préciser, donc là, la capture d'écran qu'on voit, c'est ce qu'on voit quand on a terminé les mesures et qu'on les sauvegarde et qu'on peut les revoir depuis un PC. Donc ça, c'est l'écran un peu tableau de bord qu'on peut voir depuis un ordinateur. Et donc là, c'est l'onglet très précisément de comparaison. Comparaison. D'un côté, l'analyse A avec l'analyse B. Donc là, c'est un avant-après. Et on a ce jeu de superposition de couleurs. Donc, la colonne de gauche, les données avec le graphique, où on a le graphique avec la couleur bordeaux correspond à l'analyse de droite. Et à l'inverse, la couleur rose correspond à l'analyse de gauche. Donc le avant et le bordeaux, le après. Donc on voit qu'on a une activité qui est bien inférieure, c'est ce que expliquait Emmanuel. C'est juste voilà, réussir à s'approprier les graphiques. Et donc ce graphique, c'est la représentation de l'activité musculaire au cours du temps sur les analyses, donc là qu'on durait à peu près 1 minute, le temps de l'activité finalement. C'est ça, de la séquence de la tâche en fait, hein, qui durait 1 minute. Donc je vois qu'il n'y a pas de questions, du coup on va pouvoir passer à Aymeric. Merci. Il y a une question. Pardon, bonjour, oui. Donc c'est un truc sur mon temps de travail. Moi, j'ai raté le début, donc je suis désolée si je pose une question auquel vous avez à laquelle je n'ai déjà répondu. Mais globalement, parce que là, vous expliquez que c'est quand même assez répétitif, en fait, vous avez passé combien de temps pour faire ces mesures et obtenir ces résultats pour que ce soit suffisamment significatif, quoi. Enfin, que nous, on est toujours dans cette problématique-là du temps qu'on a consacré. Bien sûr. Par rapport à ce genre, donc, comme je vous disais, on a décomposé l'activité et les différentes tâches. Et c'est sur une demi-journée avec un conducteur. Il y a eu 2 fois une demi-journée où j'ai pu réaliser
des mesures et avoir une vision suffisamment objective de X manipulations par des conducteurs. Donc, ça m'a permis effectivement de confronter les différentes situations et de pouvoir dire à l'entreprise que la solution, présenter un peu les résultats de la solution à l'entreprise. Donc, il y a eu plusieurs mesures qui ont été faites pour la même tâche, de façon à avoir une vision la plus objective possible et non pas une seule mesure pour une tâche qui est retenue. Voilà. Donc, deux fois une demi-journée. Merci à vous. Du coup, vous êtes arrivé en retard, mais vous étiez au tout début de la présentation d'Emmanuel, donc vous n'avez pas raté d'informations juste avant, donc pas de souci. Très bien, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, et ben on va poursuivre. Aymeric, du coup, je te laisse continuer. Donc pour Aymeric, il y aura 3 situations différentes. Donc le titre, ça sera écrit exemple 1, puis exemple 2, puis exemple 3, pour ne pas vous perdre dans la présentation. Merci Alexandre. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 exemples, plutôt une étude comparative avec et sans exosquelette. La deuxième, ce sera plutôt la cartographie d'un poste de travail. Et après, ce sera plutôt d'évaluer en fait les impacts de stratégie posturale dans le but d'établir une formation personnalisée. Donc pour le premier exemple, au niveau du contexte que l'on va avoir, donc c'était pour en fait dans un contexte agricole. On va avoir donc une exploitation agricole. Les buts et les objectifs de l'étude, c'est d'évaluer l'engagement physique de la personne au cours de son activité. Ça va être d'évaluer en fait les actions et leur potentiel et les contraintes sur le corps. Et ensuite, en fait, c'est d'évaluer les effets désirables et indésirables du port d'un exosquelette ici. Donc on est sur une activité de manutention et de conditionnement de sacs de pommes de terre. Donc on est sur une population en particulier. C'est une population qui est pays de l'Est plutôt. Donc au niveau de la conversation, des entretiens, ça peut être compliqué parfois de pouvoir discuter avec eux. Puis ils n'ont pas l'habitude d'avoir des aménagements de poste, des exosquelettes ou autant de lois qui les protègent quand ils reviennent dans leur pays après. Donc c'est ce qu'ils nous disaient lors des entretiens. Et donc ils vont semer les pommes de terre, l'arracher, le traitement, et après il y a toute cette action de conditionnement. Et donc, nous, on se concentre vraiment à la fin de la chaîne où ils réceptionnent le sac de pommes de terre qui fait entre 5 et 20 kilos pour les plus lourds. Et ils les mettent et ils les empilent plusieurs sur une palette. Le but, là, c'est plutôt de valider nos hypothèses. On s'est renseigné avant avec des études dans la littérature sur les impacts d'un exosquelette. On sait que ça peut être bénéfique, mais on sait que des fois, il peut y avoir des effets indésirables. Surtout dans le fait que ils ont leur activité de manutention de sacs de pommes de terre, mais ils sont quand même obligés de graviter autour de la machine pour pouvoir la réapprovisionner en matières premières, pour pouvoir faire des interventions de maintenance technique si jamais elle s'est enrayée, etc. Donc au niveau du matériel que l'on a utilisé, si tu peux récupérer la slide Alexandre, voilà. Donc on a utilisé donc, des capteurs EMG pour relever l'activité musculaire, la fréquence cardiaque avec un petit capteur aussi, et tout ça en fait c'est synchronisé dans l'application Emil Ergo qui nous permet donc de faire de l'observation armée. Et aussi après c'est en autonomie, donc on peut pourquoi pas faire un autre type d'observation, d'autres mesures, comme des entretiens pendant ou après l'activité. J'y viendrai un petit peu après. Au niveau de la méthodologie qui a été adaptée, c'est très souvent la même sur toutes les autres présentations que je vais vous donner, et le matériel pareil. Donc je la développe une première fois et après je le prépare, ce sera un petit peu compliqué après. Donc premièrement, c'est de l'observation ouverte. On va sur le terrain, on fait de l'observation ouverte pour comprendre l'activité, mais surtout en fait identifier les contraintes des séquences d'activité pour savoir où est-ce qu'on va placer les capteurs, sur quels muscles on va pouvoir les placer. L'étape 2, ça va être d'équiper le sujet. Donc on se concerte si on est plusieurs et on place les capteurs sur les muscles que l'on a identifiés et après on fait une normalisation du signal EMG, j'y viendrai un petit peu après. Et après donc c'est la prise d'informations synchronisée avec l'application Emil Ergo. Et comme j'ai dit avant, en fait ça nous permet de faire d'autres mesures et de la combiner avec soit d'autres points d'observation, soit faire des mesures de métrologie pendant l'activité ou tout simplement faire des entretiens comme des entretiens d'autoconfrontation avec la personne, puisqu'on a directement un bilan en fait
une fois qu'on termine l'analyse, on peut cacher un peu les graphiques, on montre juste la vidéo et on peut demander à la personne de nous décrire ce qu'elle fait, comment elle interprète telle ou telle chose, et ce qui amène aussi à des débats et des discussions par la suite. Au niveau de la normalisation du signal, donc les muscles qui ont été retenus sur cette étude-là, c'est le deltoïde antérieur, le trapèze supérieur et l'érecteur spinal longissimus. Donc c'est 2 muscles au niveau de l'épaule et un au niveau du dos. Tous placés du côté fort de la personne, donc s'il est droitier ou gaucher. On n'a pas retenu le muscle au niveau du dos parce que en fait, les analyses avec l'exosquelette venaient appuyer dessus, ce qui fait que ça faisait du bruit, donc les données, elles étaient pas ou peu exploitables. Donc on s'est principalement concentré sur les 2 premiers muscles. Et donc ça demande un petit peu de connaissance, comme disait Emmanuel, pour pouvoir sélectionner les muscles et bien placer les capteurs. Mais on n'est pas mis à la rue. Tout est expliqué dans l'application. On a un guide. Alexandre nous explique en fait où est-ce qu'on peut sélectionner les muscles, comment on peut le trouver, et surtout après faire la FMV. La FMV, en fait, c'est la force maximale volontaire. C'est appelé dans la littérature scientifique la CMV, la contraction maximale volontaire. On l'a perdu. Il a des petits soucis de connexion, Émeric. Je pense qu'il va nous rejoindre dans pas longtemps. Il a quitté la réunion, il va se reconnecter. Je vais juste attendre qu'il se reconnecte. Parfait. Émeric, tu es là? Tu n'as plus ton micro. Excusez-moi, c'était presque prévu. Pas de souci. Donc je disais, on fait une FMV pour pouvoir ensuite... en fait, ça permet d'avoir quelque chose de personnalisé en fonction de la personne. Ils n'ont pas tous la même force, le même vécu, les mêmes blessures, etc. Et même parfois, on se surprend. On a quelqu'un qui, d'apparence, on se dit, je vais peut-être rentrer une donnée de valeur qui est beaucoup trop basse. Et en fait, quand on fait la FMV, on dit, waouh, on envoie du pâté. Donc, ça permet en fait de personnaliser la mesure et pas d'avoir une valeur lambda qu'on a trouvée dans la littérature scientifique après. C'est l'équivalent d'une calibration, comme en cuisine, où on va faire le tare. Là, ça permet de récupérer la valeur max que l'opérateur est capable de générer sur ce muscle. Donc, il faut faire la FMV pour chaque muscle qu'on analyse sur chaque personne. Et l'accès est quand même facile, facilité par l'outil qui nous guide aussi, de toute façon. Émeric, tu es là? Oui, c'est bon, je suis là. J'ai changé de connexion, on va y arriver. Donc, au niveau des résultats, je vais commencer par la fréquence cardiaque. C'est une étude, à gauche on est sans exosquelette, à droite on est avec l'exosquelette. On se rend compte qu'au niveau de la fréquence cardiaque, sans l'exosquelette, il va passer beaucoup moins de temps dans des paliers qui sont plus élevés, entre 21% de son temps entre 110 et 130 battements par minute, là où avec l'exosquelette, il va passer 58% de son temps entre 110 et 130 battements par minute. Là-dessus. Si on se concentre sur l'EMG, on voit TS c'est trapèze supérieur, DA c'est deltoïde antérieur. Entre les deux études, les résultats sont relativement proches que l'on a. Et on va également avoir en fait une contraction du muscle qui n'est pas le même. Sans l'exosquelette, c'est le trapèze supérieur qui va un peu plus travailler que le deltoïde antérieur, alors qu'avec l'exosquelette, c'est l'inverse. On ne va pas avoir une amélioration de l'activité, on ne va pas venir la soulager, on va peut-être même déplacer un peu le problème. Et ça se confirme avec les moyennes des maximums qu'on a en bas. Sans l'exosquelette, on a un deltoïde antérieur à 100% de sa FMV, là où avec l'exosquelette, on va jusqu'à 239%. Donc, pourtant, la personne ne force pas quand on lui demande, elle n'a plus de douleur dans les bras, elle a la sensation de ne pas porter ses bras, mais pourtant, c'est les mêmes valeurs qui sont calibrées avec la même normalisation du signal. Et en fait, il force beaucoup plus, voire 2 fois plus là-dessus. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer un petit peu ces résultats-là? Un effet d'homme augmenté, la sensation de ne pas porter ses bras, d'aller plus vite, d'être plus productif, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de faire attention avec les exosquelettes. Et aussi, on a aperçu une protection et une attention moins efficace de la part de l'opérateur quand il portait l'exosquelette. Il se disait peut-être que l'exosquelette pouvait faire une partie de son travail, et donc on observait moins d'appui sur le plan de travail, il allait beaucoup plus vite. Alors l'activité était standardisée par la machine,
mais il prenait beaucoup plus vite le sac, il le réceptionnait plus vite et il l'envoyait plus vite aussi. Donc tout ça, en fait, nous a conduit à donner que cet exosquelette-là, il n'est pas adapté en fait à cette activité. Et donc si on passe à la slide suivante sur les conclusions, les données physiologiques qu'on a, elles viennent en fait confirmer certaines hypothèses. Et donc là-dessus, c'est pour ça que l'EMG et la fréquence cardiaque, il a eu un intérêt. On a lu des études, notamment celle de l'INRS en 2018. Et en fait, tout ça, ça répond pas du tout aux actions de prévention qui étaient à l'origine souhaitées. On a donc un engagement physique plus important et un recrutement musculaire qui est équivalent, voire légèrement supérieur. Donc, on a ouvert les possibilités vers d'autres pistes de préconisation, comme soit le test d'un nouvel exosquelette plus adapté à l'activité, un aménagement de poste avec une table élevatrice, ou alors on va avoir un chargement de palette qui évolue en fonction du poids aussi qui se passe dessus, pour diminuer fortement les contraintes au niveau du dos, parce qu'on n'a pas parlé du dos dans cette étude à cause des données non exploitables, mais si on regarde quelques vidéos lors des restitutions, les contraintes, ça se voit, un dos qui est plié à l'œil nu, sont conséquentes. Ou tout simplement plutôt orienté vers de la formation du personnel, qu'on va avoir sur les techniques d'économie posturale. Pour la deuxième étude, je ne sais pas si je passe directement ou s'il y a des questions que je fais au fur et à mesure. S'il y a des questions, elles peuvent être posées maintenant, sinon on peut enchaîner. Moi, du coup, je repose une question, docteur Jules Genreau. Il avait une sursollicitation du coup musculaire et même le lendemain ou le surlendemain, il n'avait pas de ressenti de fatigue après quoi. Non, il avait pas de ressenti de douleur. Il se plaignait avant de douleurs au niveau des épaules. Dès qu'il met l'exosquelette, il avait plus ces douleurs-là, en fait. Et donc l'avantage de l'EMG, l'avantage de l'EMG. Oui, allez-y, pardon. Non, je disais l'avantage de l'EMG, c'est qu'on a des données subjectives de la part de la personne, donc, qui pourraient dire que l'exosquelette est intéressant. Or, les données objectives qu'on a ne viennent pas confirmer celles-ci. Mais du coup, ils ont arrêté d'utiliser l'exosquelette parce que je trouve ça très étrange cette décorrélation entre le ressenti de la personne et du coup le résultat parce que est-ce qu'à moyen terme, est-ce qu'ils ont arrêté du coup suite à cette étude ou est-ce qu'ils ont continué et finalement est-ce que la personne elle a eu mal aux épaules à la fin Alors, c'est un petit peu le biais de notre métier, c'est-à-dire que quand on va faire une prise d'information, la suite sur le ressenti de la personne. Par contre, on sait qu'ils ont arrêté le test de cet exosquelette-là. Le but, en fait, de cette étude, ça a été de voir s'il correspondait à l'activité pour demander un financement à la MSA pour en acheter 2 ou 3 supplémentaires. Et le test s'est pas révélé concluant, donc ils n'ont pas réitéré ça. Mais ils préféraient un aménagement de poste, du coup. D'accord. Merci pour la question. On va passer à l'exemple 2 du coup. Ouais, donc l'exemple 2, c'est dans le secteur plutôt industriel. On est donc chez Manitou Group. La demande du client, ça a été de réaliser une étude pour cartographier les postes les plus pénibles, voire même d'identifier des activités qui étaient contraignantes. Donc pour ça, les outils qu'on a utilisés restent les mêmes, de la vidéo, de l'observation, tout ce qui est cardiofréquencemétrie pour mesurer l'engagement physique, l'électromyographie de surface pour mesurer l'activité musculaire, et des échanges avec les opérateurs. La méthodologie restait la même que l'étude précédente, sauf qu'on a réitéré 8 fois la méthodologie parce qu'on était sur 8 volontaires différents, donc 8 activités différentes, donc 8 besoins et contraintes également qui sont différentes. Au niveau des muscles qui étaient ciblés, on en avait beaucoup plus. Trapèze supérieur droit et gauche, deltoïde antérieur droit et gauche, et également les épicondyliens du côté du bras fort, pour voir tout ce qui est activité de scan, manutention, utilisation des transpalettes, qui sont beaucoup présents dans cet entrepôt qui est en fait un entrepôt de pièces détachées, qu'on peut avoir de pièces de rechange. Au niveau des résultats et des analyses qu'on a trouvées, on a une sursollicitation du membre gauche. Donc on va avoir un deltoïde antérieur gauche qui est à 21,3% en moyenne, la moyenne des moyennes. Et on a un trapèze supérieur gauche à 21,8%. À droite, on va avoir une
une moyennisation des données par palier d'activation. Donc, en fonction de cette FMV qu'on a au début, on a différents paliers, 0, 15, 15, 30, 30, 50 et 50 à 100% de la FMV. Donc, le mieux, c'est qu'on soit le plus de temps possible entre 0 et 15, parce qu'on dit que la contraction, elle est illimitée et le temps de repos, il est plutôt court. Plus on monte dans les paliers, plus forcément la contraction, elle doit être elle doit moins durer dans le temps, et ça demandera un temps de repos qui est plus conséquent de la part de la personne, ici. Et quand on se penche un petit peu plus, en fait, sur l'activité que réalise cette personne, sur la slide suivante, eh bien, on a ici un screenshot de l'analyse qu'on a directement après lorsqu'on termine. Et je ne sais pas si tu peux lancer la vidéo. Et en fait, on va avoir une sursollicitation du membre gauche, mais pourtant, c'est le membre droit qui travaille lorsqu'il va venir cercler. Bon, on a forcément des contraintes au niveau du rachis lombaire dans cette situation, mais on voit qu'il va venir cercler manuellement avec la main droite, mais en fait que c'est le bras gauche qui est le plus utilisé. Et donc, ça nous permet de rendre visible ce qui est invisible par un effet en fait de compensation. Il est obligé de tenir sa cercleuse pour pouvoir effectuer l'action de l'autre main. Donc, ça nous a permis d'identifier un poste, ça nous a permis d'identifier une tâche ou même un matériel qui n'est pas forcément utilisable ou bon pour cette situation-là. On a aussi une autre situation. Donc, on passe sur une autre activité ici. On a un EMG qui est plus conséquent. On voit, c'est un peu plus un sapin de Noël à gauche au niveau des paliers d'activation. Et notamment au niveau de l'épicondylien, qui est à 25,5% en moyenne. Et on va avoir aussi le deltoïde antérieur gauche, qui est à 22,7%. Et lorsqu'on passe sur la slide suivante avec la vidéo, c'est une activité où en fait on lui a mis une aide à la manutention pour soulever une pièce qui fait 78 kg. Mais en fait, cette aide à la manutention, elle est peu utilisée. Enfin, elle est utilisée que dans des cas extrêmes, celle-ci. Et la manière dont accrocher la pièce, elle n'est pas utilisable. C'est-à-dire qu'il va se pencher dans tous les sens, il va essayer de mettre sa sangle en dessous, sauf que la pièce, elle se barre sur un côté, puis elle part de l'autre côté. Il a peur qu'elle lui arrive sur les pieds, il a peur de la soulever. Donc ça l'agace un petit peu aussi. Donc au niveau de la fréquence cardiaque, ça commence à monter. Et on voit que épicondylien, il va venir en fait tirer avec son bras gauche ou bras droit pour pouvoir passer la sangle dessous et maintenir la force avec les muscles de l'épaule. En fait, ça nous montre ici que la mise en place de cette aide est intéressante pour l'activité de lever la pièce. Ça diminue la manutention, mais par contre, au niveau de la mise en place et la sécurisation de l'aide, en tout cas, on n'y est pas encore. Donc, ça a permis aussi de réfléchir à d'autres pistes pour améliorer ce matériel-là. Donc, ça fait plus de 2 minutes quand même qu'il essaye de mettre sa sangle autour de sa pièce. Et donc, au niveau des conclusions de cette étude, ça nous a permis donc de cartographier, voire même de hiérarchiser les risques et les postes pour identifier des améliorations à apporter de manière transversale, comme la cercleuse qui a été observée sur d'autres postes. L'outil Emile, en fait, il a été très apprécié en réunion, car il a fourni, comme le disait Emmanuel, des données objectives sur lesquelles les ingénieurs et les managers ils peuvent se baser, à la fois pour justifier un financement d'un projet, l'acquisition d'un nouveau matériel, ou tout simplement la conception d'un nouveau service. Et dans ce cas-là, en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Ils avaient, je ne vous ai pas présenté l'exemple, mais ils avaient un poste qu'ils avaient imaginé et qu'ils voulaient reconcevoir. Et à la suite de l'étude qu'on a fait avec l'EMG, ils se sont dit, en fait, ce qu'on pensait faire, c'est pas bon. C'était un poste miroir, tout était sur la droite, tout était sur la gauche. Et en fait, on avait une sollicitation très importante, toujours du même membre, toujours du même côté. Et donc, ils ont repensé leur conception de poste. Cela aussi favorise l'ouverture des débats et le lancement des pistes de préconisation en réunion pour les décideurs, parce que ça devient une norme en fait. On sait que dans ces situations-là, on a des données qui sont visibles, ça parle aux ingénieurs, et donc s'il y a une amélioration, qu'elle soit humaine, organisationnelle ou même matérielle, ça permet après peut-être de refaire une étude avec les mêmes capteurs, les mêmes personnes, pour voir s'il y a une amélioration ou non, avant-après, un peu comme l'a présenté Emmanuel précédemment. Est-ce qu'il y a des questions pour l'exemple 2?
passer à la suite. Il y a une question. Ah, il y a une question. Pardon, j'ai pas vu. Allez-y. Est-ce que... Il y a votre micro qui est... Je sais pas si c'est le micro qui est éteint. Par message, sinon. Est-ce que vous avez une question, Madame Horvat? Ah, un petit souci de connexion. Bon, on va poursuivre sur l'exemple 3. Et puis elle se reconnectera peut-être. Donc, au niveau de l'exemple 3, on est sur un centre de tri de déchets. L'étude elle a été réalisée pour établir une formation sur la prévention des PMS de manière personnalisée. C'est un petit peu notre produit phare. Et donc, on a incrémenté Émile dans l'acquisition des données. Le but, c'est d'évaluer l'engagement physique en termes de consommation énergétique, évaluer les mobilités et leurs impacts potentiels sur l'appareil locomoteur, et après d'identifier, pourquoi pas, des stratégies d'économie posturale qui sont différentes. Donc les outils et la méthodologie sont identiques aux études qui ont été précédemment présentées. Pour les muscles qui ont été sélectionnés, donc on s'est concentré principalement sur le deltoïde latéral droit et les épicondyliens droits, puisqu'on est sur une activité de tri. Donc on a hésité à aller voir ce qui se passait au niveau du dos ou au niveau des membres inférieurs, mais on s'est dit que principalement pour cette étude-là, on se concentrait d'abord ici, et puis s'il y avait besoin de revenir pour faire une étude sur les membres inférieurs, on le referait. Au niveau des résultats, donc en fait, ce qui est intéressant, nous, et ce qu'on apprécie, c'est que avec Émile, on voit des pics, donc on voit des situations qui sont pénibles, mais on peut aussi voir des creux et se questionner sur les creux dans un EMG, c'est-à-dire que qu'est-ce que là fait cette personne là, à cet instant-là, alors qu'une autre le fait et elle a un pic. On peut se questionner aussi sur la fréquence cardiaque. Et donc là, on a une première vidéo avec des pics d'activité, une certaine stratégie posturale où la personne, elle va en fait prendre des bacs de déchets, les mettre sur son chariot et les vider directement. Et si on passe à la slide suivante, on a deux autres stratégies d'économie posturale. On va avoir premièrement, en fait, cette personne-là qui fait un double déversement. Elle prend le bac, elle le déverse dans un bac qui est vide et elle le déversera ensuite sur la ligne. Alors que la première, elle avait juste une manutention à faire. Et la deuxième, en fait, elle va décharger ses bacs une fois à droite, et puis elle va faire le tour de la machine, elle va décharger ses bacs de l'autre côté. Donc, c'est pas les mêmes chaînes musculaires qui vont être sollicitées, c'est pas la même hanche qui va être en appui, c'est pas les mêmes muscles du dos qui vont venir travailler et compenser. Donc, même dans une activité qui a été stigmatisée, parce que ils sont à leur poste, ils ont des gestes qui sont très répétitifs, ils arrivent quand même à trouver des marges de manœuvre. Et pour une même consigne, en fait, on voit que y a différentes personnes qui prennent de différentes manières. Et donc, les personnes ont quand même des marges de manœuvre dans leur activité. Et c'est là-dessus qu'on apprécie Émile. C'est à la fois pour des pics d'activité, pour hiérarchiser des postes pénibles, mais également des creux, où là-dessus, on peut se questionner. Et on trouve qu'aujourd'hui, on se questionne trop peu sur ces creux que l'on peut avoir. Pourtant, on prend deux personnes, une personne expérimentée et un novice. Ils ont 20 ans de différence de boîte. Et peut-être que la personne qui a 20 ans, elle va faire la même activité 2 fois plus vite que la nouvelle personne, mais sans contrainte, alors que la personne, elle a déjà mal quelque part. Donc, ça amène à d'autres débats par la suite. Dans cette étude-là également, Émile nous a permis de nous questionner sur différentes stratégies posturales, comme je le disais, où j'avais deux opérateurs qui avaient un recrutement musculaire plus important au niveau des épicondyliens, au niveau de l'avant-bras, plutôt qu'au niveau des deltoïdes latéraux. Et à l'inverse, deux autres où c'est l'inverse. Et donc, quand on se concentre sur les stratégies posturales, sur la slide suivante, on va avoir à gauche plutôt une activité où ça va être plutôt un jeté et une rotation des poignets, donc plutôt une activité des épicondyliens qui va être plus importante. Là où sur la deuxième vidéo, on va venir plutôt effectuer une sorte de grappin avec ses mains et vraiment venir placer les déchets dans les différents compartiments que l'on va avoir.
Donc, on a 2 stratégies, pareil, une activité qui est stigmatisée, mais 2 manières de s'y prendre. Il n'y a pas une manière qui est meilleure que l'autre, c'est juste que, on ouvre les marges de manœuvre ici. Et l'avantage qu'on a avec Émile, c'est que ça, à l'œil nu, ça peut se voir, mais il nous aurait fallu beaucoup de temps pour pouvoir l'objectiver et s'en rendre compte, alors que là, directement, on a des résultats, on se questionne là-dessus, ça nous pose des questions, et ça nous permet de nous rendre compte et d'aller beaucoup plus vite aussi dans la phase de traitement des données qu'on peut avoir. Donc, pour la conclusion de cette étude, ça nous a permis donc d'identifier des pratiques professionnelles qui ont un impact sur l'appareil locomoteur, des pratiques qui sont plus économes que d'autres. Elle a révélé donc l'existence de stratégies posturales qui sont différentes pour une même consigne, comme je disais, ou de marge de manœuvre pour les opérateurs ici. C'est un sujet, lorsqu'on présente les résultats, c'est un sujet de discussion pour les décideurs, qui offre une norme, comme je le disais, pour améliorer et repenser la conception de leurs futures usines. Eux, ils savent que sur cette usine-là, il y a ces problèmes-là, il y a des données. Et dans leurs futures usines qu'ils construiront, ils vont essayer d'améliorer celle-ci. Et ça peut être également un outil qui est puissant lors de réunions en C2SCT pour en fait rendre compte de la pénibilité du travail, de l'activité, mais également de justifier certains choix entrepris de la part des décideurs ou pas, dans ce cas-là. Donc, de manière générale, sur la slide suivante, s'il te plaît, Alexandre, Émile, en fait, nous a permis de mesurer l'activité pour avoir une mesure physiologique et contextuelle, d'avoir un feedback en temps réel. J'en ai pas forcément parlé, mais on peut un petit peu avoir un entretien d'autoconfrontation directement avec la personne, où juste on identifie un pic, une séquence d'activité, et après on se concentre, nous, notre œil on peut plus se concentrer sur cette activité-là qu'on a identifiée. On peut identifier donc des techniques, des stratégies posturales, on peut cartographier des postes, des tâches, des activités. On peut soutenir des arguments dans la discussion pour le financement, lors de réunions en C2SCT. On peut conduire des études aussi d'amélioration organisationnelle, matérielle, humaine, objectiver les données, valider des hypothèses ou non, et enfin, c'est rendre visible ce qui est invisible aussi. Et c'est là-dessus que nous, ça nous a apporté une vision interne et éviter d'avoir que des données subjectives. C'est un plus, en tout cas, à notre analyse, et un plus qui est apprécié par nos clients, en tout cas, sur cet aspect-là. Merci, Émeric. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être sur ce dernier exemple dans le centre de tri? Ou même avant. Hein. Oui, ou l'exemple 2. Ok, pas forcément de questions. Alors. Merci. Passe à la slide suivante. Donc moi, je vous présente une étude comparative en milieu industriel. Là, il s'agissait de comparer l'activité musculaire d'une opératrice lorsqu'elle avait l'aide d'un kobo ou pas. Donc le kobo, c'est ce qu'on voit à droite, là, le petit bras articulé, qui vient assister sur une tâche l'opératrice. Là, en l'occurrence, on manipule des poils et donc le kobo vient ventouser la poêle et amener la poêle face à l'opératrice pour qu'elle puisse faire le contrôle visuel et tactile. Alors que sans le kobo, l'opératrice doit aller récupérer la poêle depuis un convoyeur, donc elle doit tendre le bras, aller récupérer cette poêle qui arrive jusqu'à elle. On a réduit de moitié en fait la distance à laquelle elle récupère la poêle, mais on a aussi réduit du coup beaucoup de contraintes au niveau musculaire. Donc là, les muscles étudiés, donc le trapèze supérieur droit, donc le kobo était situé à droite de l'opératrice, enfin sur le côté droit. Donc on a analysé tout le côté droit plus le côté gauche au niveau des épicondyliens et épitrocléens, parce qu'il y a un contrôle de la poêle qu'elle fait avec et sans le kobo. Donc la suite de l'opération, on avait besoin aussi d'objectiver et de voir s'il n'y avait pas un report du côté gauche avec ce kobo ou pas. Donc pour les résultats, ce qu'on a observé, c'est qu'on a réussi à diminuer l'activité musculaire de tous les muscles avec le kobo. Donc en fait, on supprime une bonne partie de la contrainte qui est celle d'aller récupérer la poêle depuis le convoyeur. Donc au niveau du trapèze, on est à moins 30% d'activité. Au niveau du deltoïde, quasiment moins 15%. Au niveau des avant-bras,
À gauche, on a diminué entre 25 et 30% selon les muscles. En fait, elle ne faisait plus du coup cette tâche de retourner la poile parce que la poile arrivait face avec le manche de la poile du bon côté de la main gauche. Alors qu'avant, la poile, la manche était de l'autre côté, donc elle faisait toujours cette action de retourner la poile vers elle. Donc on a aussi réduit du côté gauche et à droite, on a une réduction de 10-12% sur les épicondyliens et les épitrochléens. Donc au côté squelette et à droite de la slide, les graphiques colorés. Donc là, c'est les paliers d'activation. Donc c'est ce que vous montrez, Émeric, tout à l'heure, mais plutôt sous forme de barre. Là, illustré de manière différente. Sans le Kobo, on passe à peu près 50% du temps dans le vert, donc ce qui correspond au risque de TMS qui est à 0 ou 1, qui est acceptable. Et 50% du temps restant, on est dans des paliers d'activation qui sont plus importants, entre 15 et 100% pour la partie en rouge. Avec le Kobo, on a réussi à gagner on a gagné 7% du temps dans la partie verte. On a réduit le temps passé dans le rouge et dans le orange, donc on arrive en fait à réduire la contrainte et à diminuer cette intensité de l'activité musculaire sur l'ensemble des muscles. Donc là, c'est un ensemble, un global en fait sur tous les muscles, sur ces paliers-là. Donc, la conclusion de l'étude qui a été menée, donc d'un point de vue articulaire, au niveau de la partie Kobo, donc nous, c'est plutôt une validation parce qu'on est en majorité du temps en dessous des 15% d'activité musculaire, ce qui n'était pas le cas avec le fonctionnement actuel. Les paliers d'activation, on a quasiment moins 7% d'activation au niveau global. Donc, c'est pas négligeable sur un poste qui est très, très répétitif. On est à un temps de cycle de 8 secondes. Donc 8 secondes pour une poile, donc c'est assez répétitif. Elle porte quasiment plus de 1000 poils jour, donc c'est vraiment assez important. Et la poile fait quasiment 900 grammes, donc ça peut être vite contraignant. La zone de confort, du coup, on a diminué par 2 la distance à laquelle elle récupère la poile. On avait également mesuré l'activité cardiaque. On était à une activité de moins 5%, donc un petit peu moins contraignant. Et en productivité, on était égal, puisque le Kobo, quand il est réglé comme il faut, il permet même d'avoir une cadence qui pourrait être un peu plus élevée. Mais ça permettait d'avoir un mini temps de repos pour l'opératrice, puisque le temps qu'elle renvoie la poile face à elle, le Kobo ventouse la poile suivante et lui amène. Donc elle, ça lui fait un mini temps de pause pendant lequel elle attend que le Kobo lui emmène. Mais au final, sur le temps de cycle, on était égal. Donc d'un point de vue amélioration, ça cochait quand même pas mal de cases avec le Kobo. Donc maintenant, suite de l'étude, c'est de voir si l'entreprise trouve le financement pour pouvoir financer le Kobo. Ils en avaient déjà un du coup en test et voir s'ils arrivent à le systématiser sur l'ensemble des lignes quand c'est approprié selon les opérations qui doivent être faites par les opératrices. Je passe peut-être avant l'exemple suivant. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Du coup, sur l'exemple en milieu tertiaire, donc là, c'est une petite vidéo de démonstration. Ici, donc, je suis en train de manipuler des pièces dans les mains. Donc, je visse un écrou sur une vis. J'ai les bras qui ne touchent pas le bureau. Et donc, le but, là, c'est d'illustrer l'activité du trapèze supérieur droit lorsque j'ai une activité prolongée sans appui versus quand j'ai mon coude qui est en appui et même un étirement du trapèze. Alors, j'arrive pas à lancer la vidéo. Pourquoi est-ce que ça bug? Alors, mon Microsoft a planté. Je vais vous partager directement la capsule vidéo. J'y arrive tout de suite.
Le but, c'est d'illustrer que, alors là, c'est pas un travail sur écran, mais l'idée est la même. C'est de montrer qu'on a une activité qui peut être vraiment très différente si on a un appui versus si on n'en a pas. Arrêter la présentation. Je présente du coup ça directement. Là, vous devez voir mon écran. Donc, à la vidéo, on voit bien que j'ai les coudes qui ne sont pas en appui. Donc là, ça fait environ 15 minutes que je fais cette opération-là de visser, dévisser l'écrou. Donc même en milieu industriel, sur des manipulations très fines, ça peut être aussi un sujet sur un travail assez statique. L'activité du trapèze est un peu en dessous des 15% qu'on préconise. Par contre, on va voir là tout de suite la différence. On est quasiment réduit de moitié quand j'ai les avant-bras en appui sur la table et où j'ajoute un petit étirement qui va venir soulager le trapèze. Les pics à la fin, c'est quand je bouge et que je me remets la tête droite. Donc ça, c'est aussi à la fois un moyen d'objectiver l'activité du trapèze, qui est souvent une douleur connue en milieu tertiaire, et aussi de sensibiliser et d'informer sur le fait que avoir un appui au niveau des coudes, ça permet de réduire et de soulager l'activité au niveau des trapèzes. Mais par contre, si le poste est mal réglé et qu'on a un appui qui est trop haut, là, ça va venir faire une surélévation de l'épaule et donc ça peut générer d'autres contraintes et une suractivation du trapèze. Donc ça peut aussi permettre de jouer un peu sur le réglage de la hauteur de l'appui, mais simplement déjà de montrer qu'avec et sans appui, on a une activité qui est vraiment très différente. Donc dans du tertiaire, ça va être utiliser des accoudoirs si on en a, sinon pouvoir mettre ses bras au niveau reposer sur le bureau, sinon avoir des prolongements du bureau avec des supports. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir trouver différentes solutions pour pouvoir avoir un appui. Et si les personnes ne comprennent pas pourquoi elles ont des douleurs au niveau des cervicales et des trapèzes, c'est un bon moyen d'objectiver, peut-être de préconiser des exercices d'étirement qui montrent clairement qu'on va réduire l'activité musculaire sur cette zone-là pour pouvoir soulager l'opérateur. Est-ce qu'il y a des questions sur cette petite capsule démo au niveau du trapèze? Pas de questions. Alors, je vais voir si j'arrive à vous remettre le support PowerPoint. Il semblerait que ça a planté. Emric ou Emmanuel, est-ce que vous pourriez partager le support? Vous l'avez transmis? Parce que j'arrive pas à récupérer PowerPoint. Je vais essayer, ouais. Ouais, merci beaucoup. Alors, attends, j'ai réussi à fermer. Ah, c'est bon, Emric, j'ai récupéré la slide. Ok. J'arrive, je partage la suite. Hop. Donc, j'avais la vidéo ici. Donc, pour peut-être résumer un peu sur les différentes possibilités qu'offre la solution Emile, donc on en a parlé, ça peut être cartographier les postes de travail et illustrer les différents efforts, que ce soit musculaires, cardiaques, directement sur le poste, identifier, quantifier l'activité musculaire sur une tâche définie qui peut parfois être surprenante par rapport à ce qu'on a récupéré comme info d'un point de vue subjectif avec les entretiens ou les observations. Le sujet des exosquelettes aujourd'hui assez important, on l'a vu encore dans les derniers salons et congrès auxquels on a participé. C'est un vrai sujet, les exosquelettes. C'est pas magique, ça soulage vraiment certaines personnes et certaines opérations, mais dans un cadre très particulier, notamment sur des postes qui sont cadrés, où on a une activité qui est répétitive, qui est la même, mais dès qu'on a des activités où on va avoir de la polyvalence,
ou des tâches assez différentes sur le même poste, souvent ça s'y prête moins. Et le danger, c'est qu'on peut avoir des reports de contraintes sur d'autres muscles que ceux qui sont soulagés. C'est ce que l'outil permet, c'est de pouvoir mesurer à la fois les muscles qu'on est censé soulager, mais aussi ceux qui ne sont pas concernés par l'exosquelette en termes d'assistance, qui peuvent subir une sursollicitation lorsqu'on porte l'exosquelette. Et ce que disait le docteur Juge, c'est que c'est important aussi de mesurer ça dans le temps. On fait une mesure aujourd'hui, on s'assure que l'exosquelette il a été utilisé suffisamment longtemps pour qu'il y ait une habituation à l'utilisation de l'exosquelette. Mais si l'exosquelette il est maintenu, il est financé, c'est important de faire un suivi et de remesurer, de s'assurer que ça répond bien toujours en termes de ressenti, mais qu'on n'a pas de report au niveau musculaire sur d'autres zones. Donc l'exosquelette, c'est important de bien suivre le projet dans la durée. Et après, une fois que ça roule, ben, on peut laisser vivre la vie de l'exosquelette. Mais c'est un vrai sujet aujourd'hui et on est assez souvent sollicité pour ça. Donc, là, pour le coup, le suivi des résultats d'un aménagement avant-après, dans la lignée de l'exosquelette, on a un suivi l'avant-après, comme l'a fait Emmanuel, avec ou sans. En fait, c'est du testing, c'est on-off, on essaye différentes solutions. Le go ou no-go, on a déjà eu le cas où la solution, on pensait qu'elle était géniale et en fait on a mis en évidence que d'un point de vue conception, l'outil répondait pas ou générait plus de contraintes. Donc là, ça permet vraiment d'objectiver ce qu'on ne peut pas voir et d'aller au-delà du ressenti. Ce qu'on peut faire aussi, alors là, d'un point de vue éthique, c'est pas de mettre en concurrence les opérateurs, mais comme montrait Emric, c'est de comparer les efforts sur des opérateurs sur le même poste qui font la même tâche, dans le but de mettre en évidence des postures ou des pratiques différentes, vraiment d'un point de vue pédagogique, pour valoriser en fait les bonnes pratiques. On appelle bonnes pratiques celles qui sont les plus économes en fait d'un point de vue musculaire. Soit c'est une personne qui est nouvelle sur ce poste qui vient enrichir de par son expérience passée, ou alors c'est une personne qui est dans l'entreprise depuis longtemps et qui a réussi à trouver des stratégies compensatrices ou d'économie pour ne pas subir trop de contraintes dans le temps. Donc, notre corps est assez intelligent pour trouver des stratégies d'économie. L'idée, c'est de pouvoir les mettre en valeur et de les valoriser pour que ça soit partagé au maximum de personnes dans l'entreprise. Et donc, l'outil permet ça. Donc, le but, c'est de pouvoir comparer les opérateurs entre eux, non pas pour pointer du doigt ceux qui ont des trop fortes contraintes, mais pour, au contraire, valoriser celles qui ont des contraintes moins importantes pour les partager avec les autres. Donc tout ça, le but, c'est de pouvoir l'illustrer de manière pédagogique grâce au replay vidéo qu'on vous a montré à plusieurs reprises là dans le webinaire, grâce à la comparaison. Et ça peut être fait de manière instantanée en fait dans l'outil, donc assez réactif sur le terrain. Donc c'était pour ça que je voulais vous présenter des retours d'expérience terrain, parce que l'outil permet vraiment d'être sur le terrain de manière accessible pour pouvoir accompagner les opérateurs et les sensibiliser assez facilement. Du coup, on avait prévu des questions à la fin, mais le format se prêtait bien aux questions pendant. Si vous avez peut-être des questions plus globales sur l'outil, on a une question au début sur combien de temps il faut dédier. C'est assez variable, mais n'hésitez pas à poser des questions si vous avez d'autres questions qui vous viennent. Et puis Emmanuel et Emric, si vous voulez compléter cette conclusion sur la partie présentation. Pour ma part, c'était parfait. Merci. Non, c'est bien et c'est très complet. C'est un outil qui est très complet et qui permet vraiment d'objectiver, comme tu le disais, Alexandre. Donc, il nous aide vraiment dans notre analyse et dans la conception des études qu'on peut mener. Moi, j'avais une question. Vous avez parlé de cardiofréquencemétrie et de coût cardiaque. Ça, c'est en fait l'analyse, vous l'avez faite à part ou c'est inclus dans votre solution Alors, aujourd'hui, dans la solution, on arrive à récupérer le signal de cardiaque. Donc, on a un bracelet polar
qui est l'équivalent de la ceinture cardiaque qu'on met au niveau du bras. Et on récolte en temps réel l'activité cardiaque et l'activité musculaire. Par contre, aujourd'hui, le calcul du coût cardiaque, il se fait encore à la main. On a prévu de l'intégrer dans l'outil pour que ça soit calculé automatiquement, moyennant connaître l'âge de la personne pour pouvoir faire le calcul. Mais ce sera intégré prochainement. Mais sinon, aujourd'hui, avec l'export du fichier, on arrive à le récupérer et ça permet d'avoir l'information sur la même temporalité. C'est vrai que nous, pour le moment, le coût cardiaque, on le fait avec un logiciel. Donc là, ça pourrait être automatisé. Ça le sera prochainement. On arrive déjà à récupérer les données. Ok. Aymeric, tu voulais dire quelque chose? Non, pas spécialement. Nous, on l'utilise, c'est l'outil qu'on utilise avec chez Ergos Concept. On a un cabinet qui existe depuis plus de 25 ans. Donc, mon patron est kinésithérapeute aussi. Donc, il nous a habitués à pouvoir évaluer des situations de travail avec la fréquence cardiaque. Donc là, le MG, ça nous apporte une expertise en plus. Donc, on est habitué à faire une moyennisation, à faire des coups cardiaques relatifs, des fréquences cardiaques moyennes, etc. Donc, comme l'a dit Alexandre, on exporte les données sur un fichier Excel et puis on récolte tout. Ça demande un peu plus de temps de traitement, mais ça nous permet aussi de pas nous tromper dans le traitement des données. Et puis vraiment de séparer les deux analyses, parce que des fois elles peuvent être complémentaires, des fois elles peuvent être différentes, et de se poser aussi les bonnes questions là-dessus. Merci, Aymeric. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Merci. Du coup, on a quelques petites actualités, ça ne sera pas long. L'étude qui a été présentée par Aymeric avec la MSA sur l'intégration des exosquelettes pour les personnes qui manipulent les sacs de pommes de terre, elle a fait l'objet d'un poster dans le cadre du congrès de médecins santé au travail à Montpellier dernièrement. Donc, si vous voulez retrouver l'étude, je vous enverrai de toute façon un mail suite là au webinaire et j'intégrerai le lien du poster. Donc, c'est les résultats qu'Aymeric a présentés, mais vous aurez peut-être plus d'éléments de contexte autour suite au congrès. Donc, on a pu le publier. Ça, c'était la première info. La deuxième info, c'est qu'on est en train d'ajouter une information sur la partie analyse posturale. Donc, à partir de la vidéo qu'on récolte pendant la prise de mesure terrain, on va intégrer les informations au niveau de l'analyse posturale. Donc, je vais vous montrer juste après à quoi ça va ressembler. Mais ça, c'est la petite nouveauté qu'on va sortir prochainement. Le troisième point, c'est la création d'une charte d'utilisation de la solution Emile. Ça fait maintenant 2 ans qu'on commercialise notre solution et on a souvent eu des échanges sur la partie RGPD, sur la partie déontologique des prises de mesures. Donc, on a créé cette charte en co-construction avec nos clients, avec des personnes de la CARSAT Rhône-Alpes, simplement pour bien contextualiser la prise de mesure et expliquer dans quel cas et dans quelle configuration c'est pertinent de l'utiliser, et puis de mettre un peu des garde-fous. Et c'est important de préciser qu'une prise de mesure EMG ne permet pas d'identifier un risque de pathologie, de prévenir d'une maladie professionnelle. On n'en est encore pas là en termes de prédiction et d'intelligence artificielle. Donc, on peut aussi se prémunir de patrons malveillants. Le but, c'est vraiment de cadrer l'utilisation. C'est une donnée à un instant T qui peut montrer beaucoup de choses, mais on peut aussi lui faire dire ce qu'on veut. Donc, l'idée de cette charte d'utilisation, c'était de cadrer l'utilisation de la solution, même si on a fortement confiance en personnes qui l'utilisent. Voilà, on a pris les devants sur ça pour pas avoir de problème quant à l'utilisation qui pourrait être un peu dérivée et aboutir à certaines problématiques derrière d'un point de vue déontologique. Mais de toute façon, je précise encore que l'outil ne permet pas de montrer qu'il va y avoir une maladie professionnelle et ne pourrait pas être support d'un licenciement quelconque. Ça ne tiendrait pas la route, mais en tout cas, on l'a précisé dans cette charte d'utilisation.
Le dernier point, Optimergo participe à un groupe de travail avec l'AFNOR pour tenter de définir une norme sur tout ce qui va être posture, effort et temps d'exposition, et l'association de ces 3 critères. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui manque. Nous, on a des seuils d'un point de vue activité musculaire. On sait qu'il ne faut pas les dépasser plus d'un certain temps, mais de pouvoir coupler ça avec une notion d'effort et de cadrer avec un temps d'exposition, ça permettrait d'avoir une interprétation encore plus fine et d'entrer dans des standards, parce qu'aujourd'hui, l'électromyographie, donc l'analyse de l'activité musculaire, ne fait pas partie des standards comme peuvent l'être la partie posturale avec le score RULA, par exemple. Donc, c'est un travail qui est en cours, mené avec un groupe d'experts sur le sujet, non pas pour servir notre solution, mais d'un point de vue global, pour avoir une norme qui va récupérer ces 3 critères-là et qui soit peut-être plus pertinente sur la prévention des TMS dans les futures années qui arrivent. Du coup, sur la partie nouveauté, donc voilà à quoi ça va ressembler, l'analyse posturale, donc à partir de la vidéo. Donc là, c'est la vidéo typiquement de l'opérateur qui manipule les sacs de pommes de terre. On va définir des couleurs qui vont correspondre à des contraintes articulaires sur l'ensemble du squelette. Donc le roulage, ça va être sur les membres supérieurs et le tronc, donc au niveau des coudes, des épaules, de la nuque et des lombaires, ce qui va nous permettre d'avoir un score sur l'ensemble de la vidéo. Donc, le graphique en dessous, on a l'évolution du score au cours du temps, le score global à la fin, et ensuite, on aura un mapping pour chacune des articulations. On va avoir le score global et le temps passé dans chacune des articulations du plus confort au plus inconfortable, donc de vert, jaune à rouge. Et donc le score global, le score roula global à la fin, sur l'ensemble de la vidéo qu'on aura analysée. Donc ça, c'est quelque chose qui va être intégré, qui est déjà fonctionnel pour nos clients actuels et qui va du coup permettre d'ajouter un autre élément d'information en plus de l'activité musculaire et de l'activité cardiaque pour avoir quelque chose de très complet sur une prise de mesure terrain. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Emmanuel, tu n'étais pas dans la confidence, donc voilà l'actualité pour toi aussi. Super, bah, très intéressant, très très intéressant. Et donc c'est déjà accessible si tu te connectes sur ton compte en ligne. Normalement, tu devrais pouvoir trouver l'onglet posture à côté de l'onglet EMG en haut de la page. Dès la fin du webinaire, je vais aller regarder ça. Très bien. Donc c'est une actualité toute fraîche. Alors, j'en ai terminé pour le support et ce que j'avais prévu de vous dire et de vous raconter. Est-ce que vous avez peut-être des dernières questions ou remarques? Sinon, je vous propose qu'on se quitte sur cette présentation et qu'on puisse aller déjeuner peut-être. Eh bien, si pas de questions, je vous remercie pour votre présence. Je vous enverrai dès demain le lien du webinaire, le lien du poster, et puis je reste disponible si vous avez des questions qui viennent plus tard dans la journée ou d'ici la fin de semaine. Et puis, n'hésitez pas à partager à vos collègues ou personnes de votre réseau qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Donc, le lien du webinaire sera disponible dès demain. Merci à tous et puis bonne fin de journée.